On se retrouve encore pour la suite de la série dédiée aux anecdotes avec ce 7ème épisode, histoire que vous enrichissiez vos connaissances sur le plus grand des magazines, le Weekly Shonen Jump et ses œuvres. Celui-ci vous réserve sans doute l'anecdote la plus dingue de toute l'histoire du Jump, ou en tout cas de ce concept. Restez bien jusqu'à la fin, vous aurez encore vos doses de scandale. Vous retrouverez également des anecdotes sur l'évolution de la fabrication du Jump en tant qu'objet, ses années clés et ses différentes stratégies pour surpasser la concurrence, ou encore des secrets sur des œuvres plus ciblées comme Cobra, Saint Seiya, Koshikame et j'en passe. Mais avant ça bien sûr, générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. On se retrouve pour la suite tant attendue de la série consacrée aux 50 faits, secrets et anecdotes sur le célèbre Weekly Shonen Jump. Comme toujours, inutile de vous préciser que je me base sur aucune rumeur, tous les faits sont avérés et confirmés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. On n'oublie pas le petit like et le petit commentaire pour le référencement. Par exemple, citez-moi des mangas sur lesquels vous aimeriez des anecdotes pour les prochains épisodes. Comme d'habitude, je suis à votre écoute. Bref, sans plus attendre, je vous propose de découvrir 50 anecdotes sur le Jump ainsi que sur les mangas qui ont façonné sa légende, qu'ils soient connus ou non, comme d'habitude, le but étant d'enrichir vos connaissances et votre culture. Et on commence avec quelques anecdotes revenant sur le magazine en lui-même et l'évolution de la ligne éditoriale du Shonen Jump. Tout d'abord, en 1995, le Jump avait atteint son record historique de son plus grand tirage qui avait atteint les 6,5 millions d'unités avant la fin de Dragon Ball, mais un an plus tard après la fin de Slam Dunk, ce nombre diminuera nettement de 2 millions pour redescendre à 4,5 millions d'unités. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la fin de ces deux monuments marquera inévitablement la fin du grand âge d'or du magazine. Et ce qui est important de préciser, c'est que cette baisse de tirage fut suffisamment importante pour que le Shonen Jump perde même son statut de magazine numéro 1, profitant ainsi à son concurrent direct, le Weekly Shonen Magazine, Hajime no Ippo, Young GTO et j'en passe. Cela dit, ce ne fut qu'éphémère pour ce dernier puisqu'il connaîtra à son tour un effondrement quelques années plus tard avec les fins de certains de ses classiques. On peut aussi relever que le Jump n'allait pas tarder à réinverser la tendance de lui-même grâce à la montée en puissance de son Big Three composé de One Piece, Naruto et Bleach, même s'il avait déjà plus ou moins repris son statut de magazine numéro 1 au début des années 2000. Bien qu'au début des années 70, de nombreuses séries n'aient jamais eu de page couleur et certainement pas pour leur premier chapitre, depuis les années 80, pratiquement toutes les nouvelles séries reçoivent la même promotion initiale, c'est-à-dire que chaque nouvelle série obtient d'abord la couverture et la page couleur principale du magazine pour leur premier chapitre, puis une deuxième page couleur pour leur second chapitre. Mais bien sûr, il y a toujours des exceptions puisque le gag manga Pyutofuku Jaguar a par ailleurs dérogé à cette règle puisque la série n'avait obtenu qu'une page couleur lors de son lancement, ne profitant alors pas de la couverture pour ses débuts. On avait déjà vu ensemble une telle exception pour le premier chapitre de Bakuman, ou encore celui de To Love Ru, mais c'est encore pire pour Pyutofuku Jaguar, puisque de par son statut de gag manga, son premier chapitre avait été placé à la toute fin du sommaire. Une entrée en matière alors difficile, voire même injuste et très sévère par rapport à ses concurrents, mais pourtant, cela ne lui empêchera pas de devenir l'une des rares séries à s'étaler durant toute la décennie, et même de s'offrir une adaptation animée, la performance reste assez louable. Pour revenir sur l'évolution de la couleur que l'on peut retrouver dans les pages de magazine, avant les années 80, sachez que seule la première série du numéro en question avait droit à ce privilège. Si les chapitres en couleur n'étaient pas rares, il pouvait arriver que certains numéros ne proposaient aucune colorisation, cela concerne notamment les tout premiers opus du Jump de 1968. Les éditeurs étaient bien plus réticents à l'idée d'imprimer en couleur car le papier étant du papier recyclé, et par conséquent de mauvaise facture, ne pouvait offrir de jolies couleurs. C'est pour cette raison que si vous avez l'occasion de feuilleter des vieux numéros du Jump, la plupart des pages couleurs sont de type monochromatique, nuançant ainsi des teintes d'une seule et unique couleur, le rouge étant souvent la plus utilisée. Mais c'est en s'inspirant des magazines concurrents que les éditeurs du Jump décideront d'exploiter davantage la couleur. Ils décideront ensuite d'utiliser du papier glacé dans les années 80 pour mettre davantage en lumière leurs séries bénéficiant de pages couleur. En comparaison du papier recyclé des pages classiques, la différence est vraiment saisissante. Et enfin, si de nos jours il y a généralement 4 séries par semaine qui bénéficient d'une page couleur systématiquement répartie dans le numéro, avant les années 90, les pages couleurs étaient quasiment tout le temps attribuées et condensées en début de numéro, tandis qu'aujourd'hui, on en retrouve par exemple généralement 3 incluant une double page pour le premier chapitre du sommaire, une autre vers le 5e ou 6e manga du sommaire, une pour un one shot et une un peu plus en fond de sommaire. Et pour finir avec la partie fabrication et le côté matériel, l'objet qu'est le Shonen Jump finalement, on m'a souvent demandé qui s'occupait de dessiner les couvertures de chaque numéro, et plus précisément quand il s'agit de double numéros, regroupant toutes les séries du magazine. Eh bien la réponse est très simple, dans ce genre de cas, chaque auteur est chargé de réaliser une petite illustration de son héros selon la thématique souhaitée, demandée ou imposée, puis ensuite les éditeurs se chargent de la composition en positionnant les personnages et les mangas selon leur importance dans le magazine. Ainsi, les nouveautés sont souvent reléguées en arrière-plan, tandis que les mangas populaires du moment prennent plus de place et la lumière qui va avec.
Koshikame est la seule série de l'histoire du magazine à avoir bénéficié de la réimpression en couleur de son tout premier chapitre pour marquer en parallèle l'apparition de son dernier, le tout en faisant la couverture du numéro concerné. Connaissez-vous la légende des chapitres perdus de Saint Seiya? Les sources officielles indiquent un total de 110 chapitres pour la série, ce qui équivaudrait à un peu plus de 2 ans de parution actuellement, alors que la série a pourtant duré 4 ans et il y a bien 245 chapitres qui ont été publiés dans le Jump. Alors cette légende est bel et bien vraie, mais en partie seulement. En effet, à l'époque, il n'était pas rare que le découpage des chapitres soit revu dans les tomes et que quelques chapitres soient omis et donc mis de côté à des fins de narration. Ce cas ne s'applique pas seulement à Saint Seiya, car il est important de noter que la numérotation des chapitres des premières séries du magazine, et même jusqu'aux années 80, n'a pas toujours été précisée dans le magazine. De ce fait, il arrivait parfois que certains chapitres étaient publiés dans le Jump, mais pas dans les volumes reliés des mangas concernés, ou tout simplement encore une fois réorganisés. Le premier tome de la première édition de Cobra mentionne par exemple un seul et unique chapitre de plus de 150 pages, pourtant ce dernier regroupe une poignée de chapitres de 20 pages initialement parus dans le Jump. Un redécoupage et une réorganisation qui était notamment plus courant pour les gags manga. De nombreux premiers classiques comme Toilet Akase, Koshikame ou Dr. Slump n'y ont pas échappé. En raison de la nature épisodique de ces mangas, il était plus susceptible d'omettre simplement des chapitres de leur collection, généralement controversés mais pas toujours. Les cas de censure sont assez nombreux, plusieurs chapitres de Koshikame et de la comédie Moeru Onisan ne sont jamais parus dans leurs volumes reliés respectifs pour éviter des polémiques. Cela devrait vous rappeler un cas beaucoup plus récent et je fais bien sûr référence à Time Paradox Ghostwriter, récemment paru en France aux éditions Crunchyroll. Ce dernier raconte l'histoire d'un mangaka sans réel talent qui va subitement commencer à recevoir des numéros du Jump provenant de 10 ans dans le futur. Il va ainsi plagier un succès de cette époque afin de parvenir à décrocher une publication dans la sienne. Et bien figurez-vous que le terme plagiat, ou ce qui faisait allusion à ce terme, a été modifié et donc censuré lors de la sortie du volume relié en librairie. Autre exemple notable, Ring Nikakero s'était vu retirer une couverture de chapitre jugée trop explicite alors que celle-ci était parue en couleur dans les pages du Jump. Et puisque vous aimez ce genre de petites anecdotes, j'en profite pour glisser ici que Boichi Terasawa, l'auteur du célèbre manga de space opera Cobra, était l'ancien assistant d'Osamu Tezuka. Cobra qui compte selon les derniers chiffres communiqués par Shueisha plus de 20 millions de copies vendues dans le monde. Cobra est aussi un manga qui a un rapport particulier avec la France puisque le personnage principal est inspiré de l'iconique acteur Jean-Paul Belmondo. Terasawa en était un grand fan, on peut aussi relever qu'il ne s'était pas seulement inspiré de lui pour le chara-design de son héros, mais également de sa personnalité puisqu'il partage beaucoup de similitudes, charmeur, du sang-froid à toute épreuve, ironique et tout simplement charismatique. On peut même aller plus loin puisque l'apparence de Cobra avant sa chirurgie est quant à elle basée sur le visage d'Alain Delon, autre légende du cinéma français. Et enfin pour conclure le dossier Cobra, le projet d'un film live-action avait été annoncé en 2014, mais alors chargé de sa réalisation, le producteur et réalisateur Alexandre Aja annoncera par la suite l'annulation du projet sans donner suite. C'est un peu dommage parce qu'il y avait du potentiel sur le papier. Avant de vous dévoiler quelques faits sur Naruto, si vous l'ignorez, Masashi Kishimoto a un vrai jumeau qui est également mangaka. Il s'agit de Seishi Kishimoto, l'auteur de Satan 666 et Blazer Drive notamment. Formé à la même école que son frère, Seishi Kishimoto possède un trait très proche de ce dernier, ce qui lui valut à la sortie de sa première série Satan 666 d'être accusé de plagiat par les fans de Naruto. Les accusations furent si importantes que Masashi Kishimoto en personne interviendra lui-même auprès de son lectorat pour que cette polémique cesse. Mais bref, intéressons-nous maintenant aux influences de Naruto et de son auteur Masashi Kishimoto. Sachez que les deux principaux auteurs qui l'ont marqué sont Katsuhiro Otomo, auteur d'Akira, et Akira Toriyama sur Dragon Ball. Ces deux œuvres l'ont tellement marqué qu'il n'arrivait limite plus à lire autre chose. Le style de Katsuhiro Otomo deviendra même une obsession pour lui, puisque n'arrivant pas à se trouver son propre style, pendant plus d'1 an au collège, il décida de collectionner tout ce qui touchait de près ou de loin au manga Akira pour les reproduire à l'infini, et comprendre ainsi le fonctionnement et ce qui rendait ce chef-d'œuvre si unique. Les succès des séries Bastard et Berserk ont contraint Kishimoto d'annuler un projet. Ce dernier s'intitulait Magic Mushroom, un manga d'heroic fantasy dont il eut beaucoup de mal à développer ses idées. Malgré tout, il eut en tête de réaliser ce manga pendant longtemps et même jusqu'après la fin de Naruto, mais c'était avant qu'il découvre Harry Potter. Ayant peur d'éventuelles polémiques concernant une quelconque forme de plagiat, le projet de Magic Mushroom sera alors définitivement écarté. Au passage, selon Kishimoto, la meilleure œuvre qu'il ait réalisée n'est pas Naruto, mais bien Mario, un one-shot de 160 pages qui nous plonge au cœur de la mafia. J'aimerais que l'on revienne maintenant sur une petite sélection de crossovers entre diverses séries, parce que c'est toujours assez marrant, en commençant par un chapitre spécial entre Nisekoi et Haikyuu, visant à faire la promotion de la sortie de leur 5e et 4e volume respectifs, un chapitre de 15 pages dont une en couleur dans lequel les personnages font une partie de beach volley était paru dans le Jump. La romance Nisekoi s'était d'ailleurs également offert un petit crossover avec Koshikame pour marquer le 40e anniversaire de la comédie culte. Il s'agit d'une petite histoire humoristique dans laquelle le personnage principal de Koshikame se voit contraint de changer de sexe suite à un malheureux incident. D'autres collabs insolites de ce genre étaient sortis au même moment. Ce fut également le cas pour My Hero Academia et beaucoup d'autres séries en 2016 pour rendre hommage à Ryotsu Kankishi et sa bande.
Et sachez que pour les 30 ans du manga, un volume spécial intitulé Shukoshikame était paru, et ce dernier regroupait 4 collabs différentes avec notamment des chapitres croisés avec Golgo 13, Lupin the Third, Kinnikuman et Dragon Ball, le crossover avec Dragon Ball étant de loin le plus marrant. Celui-ci nous raconte l'histoire du héros de Koshikame essayant de verbaliser Freezer sur Namek pour stationnement illégal. Freezer tente alors de l'éliminer en vain, puis s'enfuit. Peu de temps après, Goku arrive sur Namek et Ryotsu essaye de le verbaliser aussi, puisque son vaisseau a atterri au même endroit que celui de Freezer précédemment. Ce même chapitre spécial est basé sur un chapitre du 69e volume de Koshikame paru en 91. Dans ce dernier, Freezer, Zabon et Apple apparaissent furtivement dans 2 pages. Donc pour vous la faire courte, Ryotsu Kankishi est parti en voyage, l'auteur feintant même la fin de son œuvre à ce moment-là, mais il revient immédiatement. Tout le monde lui en veut de les avoir trompés comme ça. Ryotsu souligne alors qu'il n'a jamais dit explicitement que la série se terminait, et dit que c'est juste une façon de captiver l'attention des lecteurs. Il plaisante ensuite sur le changement de nom de la série Koshikame Z, et c'est là que ça part en couille. Son partenaire décide alors de le jeter dans un autre manga, et il atterrit dans Dragon Ball lors de la saga Namek. Ce genre de petit clin d'œil c'était déjà beau, mais quand on lui fait écho des dizaines d'années plus tard, c'est juste incroyable. Et pour être complet, je vous recommande de vous procurer le numéro 42 de 2006 du Shonen Jump, puisqu'il rend hommage lui aussi aux 30 ans de Koshikame. Ainsi, à l'instar du numéro de sa toute dernière présence dans le Jump en 2016, des clins d'œil à Koshikame sont glissés subtilement dans les chapitres de chaque série parue dans ce numéro-là. Par exemple, son personnage principal fait une apparition en tant que marine dans le chapitre 427 de One Piece, les historiques qu'on aime. Mais bon, je vous connais, comme je sais que vous appréciez plus particulièrement les anecdotes liées à certains scandales face auxquels le Jump a pu être confronté lors de son histoire, je me charge de vous en réserver à chaque épisode et on va commencer par revenir sur un cas qui me fume personnellement de rire. Sachez que la série Shiritsuki wa Meshikoko a été annulée en 1980 parce qu'un assistant de l'auteur avait glissé des références réelles d'Alice dans l'arrière-plan de 2 chapitres, comme si des private jokes pouvaient passer inaperçus dans un magazine qui gagnait de plus en plus en popularité et en visibilité chaque semaine. Donc forcément je vous laisse imaginer la suite, les concernés ont grillé le truc, il y a eu des plaintes, un bordel, une nouvelle polémique. Et vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est qu'il s'agissait de la première série de Akira Miyashita, qui rebondira heureusement plus tard avec l'énorme succès que deviendra Sakigake Otoko Joku, méconnu chez nous malheureusement mais c'est un titre très important des années 80, paru notamment durant le grand âge d'or du magazine aussi, ou du moins pendant une partie. Les tomes de Shiritsuki wa Meshikoko furent tellement détruits et sortis de la circulation, à tel point que lorsqu'il a finalement été récupéré dans son intégralité 30 ans plus tard, il a dû être numérisé directement à partir d'anciens exemplaires du magazine. Mais cet incident sera en quelque sorte rattrapé quelques mois plus tard, quand Akira Miyashita lancera une nouvelle série intitulée Gekigoku Toraika, se déroulant ainsi dans le même univers que Shiritsu. Certains personnages de ce dernier furent alors récupérés, et les intrigues inachevées furent ainsi conclues. Puis pour être complet, les 2 mangas portaient sur des jeunes hommes s'entraînant pour devenir des gangsters d'élite dans une école de Yakuza. Le manga Gekigoku Toraika s'étalera ainsi sur plus de 3 ans et se compilera en 12 volumes. Il servira à son tour de base au grand Sakigake Otoko Joku que je mentionnais plus tôt. On peut donc souligner que ce scandale n'a finalement rien impacté la carrière d'Akira Miyashita, tout est bien qui finit bien. Je vous ai déjà beaucoup parlé du monument qui représente Aranshigakuen de Gonagai, alias l'école impudique chez nous. Et bien sachez que ce dernier était tout d'abord apparu sous la forme d'un one-shot paru dans le tout premier numéro du magazine. C'est seulement quelques mois plus tard que sera lancée la sérialisation du manga. A noter que le 11e et dernier numéro de 68 avait signé les débuts simultanés de l'école impudique et d'Otoko Epiki Geki Daisho, les 2 gros mastodontes des années 70 du Jump, autant dire que ce numéro est archi collector. Et justement dans l'épisode numéro 2 de ce concept, on avait déjà beaucoup abordé la popularité, mais surtout l'immense impact qu'a pu avoir la série Otoko Epiki Geki Daisho dans l'histoire du Jump, mais je ne vous ai pas encore tout révélé. Figurez-vous que son auteur Hiroshi Motomiya avait atteint une telle notoriété, il était tellement adulé que dans le 51e numéro de 71, Otoko Epiki fait non seulement la couverture, mais alors qu'elle aurait logiquement dû recevoir des pages couleurs. Donc si vous avez bien suivi les précédentes anecdotes des pages couleurs monochromatiques, celle-ci avait été en quelque sorte remplacée par des photos du mariage de son auteur avec Jun Morita, une artiste de l'époque spécialisée dans les shoujo. Alors qu'il avait pourtant mis fin à sa série phare après des relations froides avec ses éditeurs qui lui faisaient pression pour reprendre Otoko Epiki, Motomiya reviendra avec sa 2e série Musashi qui fera même la couverture du Jump pour ses 2 premiers chapitres. Les éditeurs et les lecteurs étaient tellement matrixés par Otoko Epiki que cette nouvelle série floppera totalement avec 2 petits volumes. Pire encore, les éditeurs convaincront Motomiya de réaliser 3 nouveaux chapitres épilogues d'Otoko Epiki, parus en parallèle de Musashi, et comme un symbole, les one-shots d'Otoko Epiki faisaient les couvertures du magazine tandis que Musashi perdait rapidement de l'importance et jusqu'à entraîner son annulation. En gros là c'est comme si Eiichiro Oda venait de terminer One Piece, qu'il revenait avec une nouvelle série, et qu'on lui disait « Non non frérot on s'en balèque, c'est One Piece qu'on veut. Je t'en supplie, par pitié. » Tu vas où? Reste là! Mankichi Togawa, le personnage principal de la série, est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme le tout premier héros emblématique du Shonen Jump, ayant servi d'inspiration pour plusieurs générations. Les assistants d'Hiroshi Motomiya incluent en partie Yoshihiro Togashi, Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Buronson, le scénariste de Kutonoken, ou encore Masami Kuromada, l'auteur de Saint Seiya. Ouais, on peut dire que c'est Splinter et nos tortues favorites.
Ah là là, il y a encore tant à dire sur l'homme et l'artiste qui est Motomiya, une véritable légende, mais pour conclure cette vidéo en beauté, dites-vous qu'il avait des couilles tellement énormes qu'il était capable de mettre fin à ses propres séries subitement et de manière totalement dingue, voire même traumatisante pour ses lecteurs. Par exemple, et tenez-vous bien, sa série Oboro Ishidai de 11 volumes parus entre 73 et 75 se conclut sur le suicide de son protagoniste. Et je ne suis pas désolé pour le spoil puisque la série est introuvable, t'auras jamais l'occasion de la lire sauf si tu sais lire le japonais, dans ce cas là, désolé. Malgré tout, je ne sais pas vous, mais je rêverais qu'on ose nous sortir ce manga en France. Et pour vous donner un peu de contexte, il voulait tout simplement mettre fin à son œuvre, mais comme les éditeurs lui mettaient la pression pour qu'il continue, en réponse, il aura alors fait ce choix très fort. Pour conclure, je vous invite maintenant à me citer les mangas sur lesquels vous aimeriez avoir des anecdotes dans les prochains épisodes. Donc voilà, on arrive à la fin de ce 7ème épisode déjà. En attendant les prochains, n'hésitez pas à me faire part des anecdotes qui vous ont le plus surpris dans cette sélection. Pour le référencement, tu connais, mais je pense que la dernière, c'est celle qui va vous marquer. Sur ce, merci encore une fois pour la force. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Vous savez où les trouver. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et surtout, on se reverra.